Dans cette vidéo aventureuse et dépaysante, nous parlerons du problème déconcertant et redoutable de l'état du monde au XVe siècle. Le XVe siècle parce que le XVe siècle, c'est le début de ce qu'on a appelé les grandes découvertes. Alors quand on parle de grandes découvertes avec des majuscules, on a tendance à fausser un peu la perspective. Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. C'est pas faux. Mais en même temps, il y en avait d'autres qui l'avaient découverte avant lui. Notamment les Vikings, entre le Xe et le XIe siècle. Et puis, les Amérindiens, les Indiens d'Amérique, les Aztèques, les Incas, enfin bref, tous ceux qui vivaient déjà en Amérique quand Christophe Colomb est arrivé. Il l'avait découverte avant lui, et longtemps avant lui, non? Et puis Vasco de Gama, qui fait le tour de l'Afrique, pour aller jusqu'aux Indes, il découvre quoi en fait? Les Indiens d'Inde cette fois, ils étaient là longtemps avant lui, non? En fait, parler des grandes découvertes, ça donne un peu l'impression que les Européens sont le centre du monde. Comme si c'était eux qui avaient tout découvert. Alors c'est vrai que par la suite, oui, l'Europe est devenue le centre du monde d'une certaine façon, puisque c'est les Européens qui ont colonisé une grande partie de la planète. Mais au XVe siècle, c'est pas du tout le cas. En fait, au XVe siècle, l'Europe, c'est plutôt une sorte de périphérie. Une périphérie, et justement, c'est le fait que les Européens aient réussi à conquérir le monde à partir de 1492 qui doit nous étonner. Pourquoi eux? Pourquoi les Européens alors qu'au XVe siècle, il y avait bien d'autres régions du monde qui étaient au moins aussi actives que l'Europe? En fait, avant les grandes découvertes, les Européens ont des horizons assez limités. Ils vivent dans ce qu'on appelle l'ancien monde, par opposition à l'Amérique, le nouveau monde, mais ils ne sont pas vraiment le centre de l'ancien monde. Le cœur de cet ancien monde, en fait, c'est l'océan Indien, entre l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, autour de l'Inde. C'est là que les commerçants arabes et que les commerçants chinois font un commerce très actif. Et puis il y a une autre route commerciale importante aussi qui passe par la terre, cette fois-ci, de l'Europe jusqu'à la Chine. C'est ce qu'on appelle la route de la soie. Et sur cette route de la soie, le commerce est assuré par les Turcs, par les Perses, par les Mongols. Pas tellement par les Européens. Les Européens, en fait, ils s'aventurent assez peu dans ces régions du monde qui sont pourtant le centre de l'ancien monde, les régions les plus actives de l'ancien monde. Mais, et Marco Polo, c'est un Italien. Au XIIIe siècle, il allait en Chine. Donc, les Européens, ils voyagent, non? Oui, c'est vrai. Mais justement, le fait qu'on parle tant de Marco Polo qui allait en Chine au XIIIe siècle, ça montre que ce genre de voyage, c'était assez rare pour les Européens. L'horizon des Européens, en fait, c'était surtout la Méditerranée, parce que c'est là que les cités italiennes, comme Venise, comme Pise, comme Gênes, c'est là que les cités italiennes faisaient fortune, en rachetant aux commerçants turcs et arabes ce que ceux-ci achetaient dans l'océan Indien ou sur la route de la soie. En fait, dès qu'ils traversaient la Méditerranée, les Européens se trouvaient confrontés à la grande puissance de la région, l'Empire ottoman, qui était peuplé de Turcs musulmans. L'Empire ottoman, c'est un empire en pleine expansion, à tel point qu'en 1453, au milieu du XVe siècle, le sultan de l'Empire ottoman prend la ville chrétienne de Constantinople, l'ancienne Byzance, devenue Constantinople, qui change de nom, du coup, qu'on appelle Istanbul. Constantinople, c'était la capitale de l'Empire byzantin. Et c'est comme ça que les Ottomans entrent en Europe. Et dans cette ville qu'ils rebaptisent Istanbul, les Ottomans développent une civilisation brillante tout au long du XVe et surtout du XVIe siècle, particulièrement sous le règne de Soliman le Magnifique, le bien nommé, qui conquiert des territoires jusqu'à Vienne, en Autriche. L'église orthodoxe Sainte-Sophie, au cœur de Constantinople, c'était la plus grande église de la chrétienté. Elle est transformée en mosquée, et elle sert au culte musulman. Mais les chrétiens et les juifs continuent à pratiquer leur culte dans la ville, où ils conservent des églises pour les chrétiens, des synagogues pour les juifs. L'autre grande puissance du monde à cette époque, c'est la Chine de la dynastie Ming. Elle a été fondée en 1368, fin XIVe siècle, et elle a pris Pékin, aujourd'hui Beijing, comme capitale. Et c'est à Pékin que les empereurs aménagent ce qu'on a appelé la cité interdite, le cœur du pouvoir. C'est un empire immense qui est protégé au nord par la Grande Muraille et qui domine tout l'Extrême-Orient. Le pouvoir est extrêmement centralisé et l'empereur
aménage et crée toute une administration extrêmement efficace, et autour de lui, une cour très raffinée. Et quant à l'économie de cet empire, elle produit des objets très perfectionnés. Au début du XVe siècle, les Chinois font eux aussi de grands voyages. C'est comme ça que l'empereur envoie son amiral qui s'appelle Cheng He faire le tour de l'océan Indien jusque dans le sud de l'Afrique. On raconte que à la première expédition de Cheng He, il y avait 62 grands navires qui étaient manœuvrés par 28 000 marins. À titre de comparaison, quand Christophe Colomb part en Amérique en 1492, il part avec 3 bateaux 2 fois plus petits que ceux de Cheng He. Alors en Afrique, à cette époque, il y a aussi de grands États comme au Mali ou au Ghana en Afrique de l'Ouest. Mais ces empires sont un peu séparés du reste du monde par le plus grand désert du monde, le Sahara. Et ils ne communiquent avec le reste du monde que par l'intermédiaire du commerce caravanier, qui est souvent conduit par des commerçants arabes. C'est un commerce d'ailleurs qui fait la fortune de villes africaines comme Tombouctou. Reste le Nouveau Monde, autrement dit l'Amérique, dont personne ne connaît l'existence avant que Christophe Colomb ne la découvre en 1492. Lorsque les Européens commencent à coloniser l'Amérique derrière Cortés en 1519, ils découvrent au Mexique l'empire aztèque. La capitale de cet empire aztèque s'appelle Tenochtitlan, aujourd'hui c'est Mexico, et elle est construite sur un lac. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Européens sont impressionnés quand ils découvrent cette capitale. Avec 200 000 habitants, c'est la plus grande ville du monde, elle est plus grande en tout cas que n'importe quelle ville européenne. Et elle est traversée par des canaux qui sont parfaitement entretenus et aménagés, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, et ça marche et ça tient. Alors, à la fin du XVe siècle, l'Europe fait un peu pâle figure devant l'expansion ottomane, le raffinement de la Chine des Ming ou le perfectionnement technique des Aztèques. Pourtant, ce sont les Européens qui ont finalement conquis le monde. Alors, pourquoi? Quels étaient les atouts des Européens? Eh bien, les Européens, ils avaient des atouts. D'abord, leur dynamisme. Depuis les grands défrichements du Moyen-Âge classique, depuis le temps des cathédrales, la population des Européens a augmenté et leur religion s'est diffusée, leur économie s'est développée. Au XVe siècle, le commerce européen a besoin d'épices, a besoin d'or pour se dynamiser davantage. Et comme les Turcs, depuis qu'ils ont pris Constantinople, ils coupent la route de la soie, bien les explorateurs européens sont de plus en plus nombreux à chercher d'autres routes. Alors ils partent, ils explorent, ils font des propositions aux princes européens pour découvrir ces autres routes. Le deuxième atout des Européens, c'est leur avance technique dans certains domaines. Les Européens, au fait, n'ont pas inventé grand-chose, mais ils ont su perfectionner les inventions des autres. Le meilleur exemple, c'est la caravelle. La caravelle, c'était un bateau inspiré des bateaux de pêche arabes, qui avait l'avantage d'être très maniable. Au même moment, les Chinois avaient des bateaux beaucoup plus grands, par exemple pour les voyages de Cheng He. Mais ces bateaux, qui avaient beau être plus grands et plus puissants, ils ne pouvaient naviguer que vent arrière. Donc ils dépendaient du sens du vent, ce qui n'était pas le cas des caravelles européennes inspirées des bateaux arabes. Et puis le troisième atout de l'Europe, c'est sa division politique. Oui, à la différence de l'Empire Ming, l'Europe, c'est une multitude de petits États. La France, l'Angleterre, plusieurs États en Espagne, un Saint-Empire romain germanique qui est divisé. Et paradoxalement, c'est ça qui fait la force de l'Europe. Si on prend l'exemple de la Chine, à l'inverse, au milieu du XVe siècle, lorsque l'Empire chinois est menacé par les Mongols au nord, l'empereur met fin aux expéditions de Cheng He, parce que sa priorité, c'est de consacrer tous ses moyens à lutter contre les menaces d'invasion mongole. Donc il faut qu'il équipe l'armée. Il n'y a plus de moyens pour les explorations. En Europe, au contraire, chaque pays a ses priorités, et ce ne sont pas les mêmes en Espagne, au Portugal, en Italie, en France, en Angleterre. C'est comme ça que les explorateurs peuvent toujours trouver un royaume pour les soutenir. Le meilleur exemple, c'est Christophe Colomb. Christophe Colomb, il était italien, or il a travaillé très longtemps au Portugal. Il a fait une proposition au Portugal d'aller explorer la mer, ce qu'on appelait la mer Océane, l'océan Atlantique, vers l'ouest. Le Portugal a refusé, et Christophe Colomb est allé proposer son projet à la reine de Castille, en Espagne. Et il avait même prévu, en cas de refus, d'aller faire une proposition au roi de France. Donc la division politique entre États européens, ça crée une rivalité entre les États. Et c'est une chance pour les explorateurs qui peuvent se proposer au plus offrant. Les explorateurs chinois ou les explorateurs ottomans
n'ont pas eu cette chance, en fait. C'était le grand avantage des Européens à la fin du XVe siècle.